Après la publication des résultats de l'enquête préliminaire publiée par les autorités éthiopiennes, Boeing a pris acte de la défaillance du système de contrôle de son 737 MAX qui a contribué à l'accident d'Ethiopian Airlines. Le visa d'entrée aux États-Unis de Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, a été révoqué alors qu'elle devait s'y rendre afin d'enquêter sur d'éventuels crimes de guerre commis par l'armée américaine en Afghanistan. Et puis en Grèce, le trafic ferroviaire entre Athènes et Thessalonique a été perturbé vendredi en raison d'une manifestation de demandeurs d'asile qui réclamaient l'ouverture de la frontière gréco-macédonienne. Les enquêteurs éthiopiens ont révélé dans le rapport préliminaire sur l'accident d'Ethiopian Airlines qu'ils ont publié que le commandant de bord et son copilote, quoique jeune, avaient appliqué toutes les procédures d'urgence. Après la publication de ce rapport qui met clairement en cause le système de contrôle de cet appareil et dédouanant les pilotes, le PDG de Boeing a redit la confiance dans la sécurité intrinsèque du 737 MAX. Le rapport préliminaire contient des informations fournies par l'enregistreur des données de vol, boîte noire, selon lesquelles les données d'angle d'attaque transmises à l'avion par la sonde d'incidence étaient erronées, provoquant l'activation du système de contrôle automatisé de l'assiette de l'avion MCAS pendant le vol, comme ce fut le cas pendant le vol Lion Air 610, a reconnu Boeing dans un communiqué. En ce qui le concerne, le responsable de la division aviation commerciale du constructeur américain Kevin McAllister a promis que toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour renforcer la sécurité seraient prises. Ce rapport était très attendu alors que le temps presse pour Boeing de faire voler son MAX, entré en service il y a moins de 2 ans mais essentiel pour le groupe. Depuis mi-mars, toute la flotte 737 MAX est clouée au sol en raison des similitudes entre la tragédie du vol Addis Abeba-Nairobi le 10 mars, qui a fait 150 morts, et celle de Lion Air, survenue le 29 octobre, tuant 189 personnes. Fatou Bensouda fait les frais de la nouvelle politique de restriction de visa américain contre les personnes directement responsables pour toute enquête de la Cour pénale internationale contre des militaires américains, alors qu'elle devrait se rendre aux États-Unis pour enquêter sur d'éventuels crimes de guerre commis par l'armée américaine et ses alliés en Afghanistan. Le procureur de la CPI a vu son visa revoqué. Ceci conformément à la mise en garde du secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui avait averti le 15 mars dernier que ceux qui sont responsables de l'enquête proposée par la CPI sur le personnel américain en relation avec la situation en Afghanistan ne sont pas supposés obtenir un visa ou être autorisés à entrer aux États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine avait également annoncé que les États-Unis sont prêts à prendre des mesures supplémentaires, y compris des sanctions économiques si la CPI ne change pas de cap. Du côté de la CPI, on soutient que le procureur Bensouda va continuer à exercer ses fonctions sans crainte ni faveur. Dans un rapport publié en 2016, la CPI avait indiqué qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que l'armée américaine avait commis des actes de torture dans des lieux de détention secrets en Afghanistan gérés par la CIA. Le même rapport avait désigné le gouvernement afghan et les talibans comme auteurs de crimes de guerre. Deux jours avant les cérémonies dimanche au Rwanda auxquelles il ne se rendra pas, le président français Emmanuel Macron a reçu ce vendredi au palais présidentiel de l'Élysée des représentants de l'association Ibuka France qui soutient les survivants du génocide des Tutsis au Rwanda. À cette occasion, il leur a annoncé 2 gestes pour tenter d'apurer le rôle de la France durant le génocide de 1994 avec l'ouverture à des historiens de toutes les archives et un renforcement des moyens pour poursuivre les génocidaires présumés en France. Mais malgré cette annonce, l'association Ibuka France ne cache pas ses craintes.
Nous avons souvent été déçus, nous avons souvent été trahis. Le génocide de lui-même est le résultat d'une trahison. Donc, oui, j'ai des craintes. Je vais suivre, nous allons suivre. Pas moi seul et spécialement, mais bien sûr nous allons suivre. Une rescapée demande de son côté aux hauts gradés militaires français de cesser de provoquer les victimes et de se taire. Ce qu'on demande, c'est que l'armée se questionne, se demande quel a été réellement son rôle, qu'est-ce qui honore la France et surtout qui nous laisse honorer nous les victimes et qui ne viennent pas nous provoquer, tandis que nous avons encore le chagrin de tous les jours en fait, mais qui se réveillent à la veille des commémorations où on en parle beaucoup, qu'ils aient un peu de respect et qui se taisent au fait, le temps d'un instant. La commission annoncée par le président Macron, qui rassemblera 8 chercheurs et historiens sous l'égide du professeur Vincent Duclerc, ne comptera en son sein aucun spécialiste du Rwanda et devra rendre son rapport dans 2 ans. Alors que le Rwanda s'apprête à commémorer dimanche prochain le 25e anniversaire du génocide de 1994, le chef de la Commission nationale de lutte contre le génocide a déclaré que le plus grand défi des dernières décennies a été la reconstruction de l'unité nationale. Un génocide, c'est une extermination d'une catégorie, d'une composante de la population, en l'occurrence les Tutsis. Donc cet acte-là, cet acte meurtrier, brise profondément l'unité du pays. Donc il a été question pendant les 25 dernières années de ramener tous les Rwandais à comprendre que nous partageons un même pays, les mêmes droits. Et donc la construction d'un état de droit a été un défi essentiel et capital sur lequel le Rwanda a travaillé ces 25 dernières années. Étant donné que le génocide a emporté plus d'1 million de victimes, nous avons dénombré en 2002 1 074 017 personnes. Ça, c'est le chiffre qu'on a dénombré en 2000 et qui ont été publiés en 2002. Mais nous pensons qu'ils vont au-delà. Parce qu'il y a des victimes qu'on n'a pas pu savoir où ils ont été jetés. Et donc, ce défi de justice était aussi un défi considérable. Le thème des commémorations est souvenir, unité et renouveau. La CMI, cette année, suit la jeunesse qui n'a pas vécu le génocide, mais qui continue à en subir les conséquences. Et comme chaque année, le président rwandais Paul Kagame ouvrira ce jour-là une période de deuil national de 100 jours en allumant une flamme de souvenir au mémorial de Gisozi à Kigali avant d'assister à une cérémonie au stade à Mahoro. 100 jours comme le temps qu'aura mis entre avril et juillet 1994 le régime extrémiste Hutu pour tuer au moins 800 000 personnes, selon l'ONU, essentiellement parmi la minorité Tutsi, mais aussi chez les Hutus modérés. Demandons à ce gouvernement de démissionner le plus simplement possible, qu'il y reste le président. Je parle du président, que le président de la République du Mali, je lui dois du respect, qui démissionne de façon démocrate, qui donne un exemple à sa jeunesse. Ils disent que son deuxième mandat, c'est un camarade de la jeunesse. La jeunesse demande aujourd'hui, avec respect et considération, qu'il donne un exemple. C'est les musulmans qui ont la solution. Avec les doigts, c'est Allah qui a dit dans le Saint-Coran. Avec les doigts, c'est nous qui avons la solution. Même le gouvernement qui est présent, c'est les musulmans. Et dans un pays dont 95% musulmans, c'est nous qui avons la solution. C'est nous qui avons la solution. Wallah, on a la solution. On a la solution. Seulement, le problème, c'est nous parce qu'on a négligé, on a donné le temps aux politiciens. On a donné le temps aux politiciens. Raison de plus, ils ont vendu le pays. Ils ont vendu le pays. Ils ont trahi les Maliens. Ils ont trahi les musulmans. Ils nous ont trahis. Ils nous ont trahis. Ils nous ont trahis. Wallahi billah, ils nous ont trahis. Hier, c'était le nord. Aujourd'hui, on a oublié le nord, c'est le centre. Demain, on ne sait pas ce qui va arriver ici au sud. Donc vraiment, s'il n'est pas capable vraiment de garantir notre sécurité, qu'il dégage. S'il part, le président de l'Assemblée nationale va assurer l'intérim direct les 40 jours. C'est lui qui est capable, nous allons choisir ces derniers pour aller de l'avant. Vous savez, quand les choses atteignent une certaine limite, comme on dit, la ligne rouge, il est indispensable que le peuple se retrouve. Le peuple marche
Et de toutes les façons, le monde nous donne déjà une leçon à travers le cas de l'Algérie. D'accord? À travers le cas de la France. Je pense que ce qui nous arrive commande à ce que l'on sorte, le peuple sorte pour clamer sa désapprobation. Ils ont envahi vendredi les rails de la principale gare d'Athènes pour réclamer l'ouverture de la frontière gréco-macédonienne. Il s'agit des demandeurs d'asile venus protester ici contre la procédure jugée très lente de l'octroi de l'asile en Grèce et les mauvaises conditions de vie dans les camps à travers le pays. Estimés à environ 200, ils ont perturbé le trafic ferroviaire entre Athènes et Thessalonique. Aucun train ne pouvait quitter la gare d'Athènes alors que la police tentait de persuader les manifestants de quitter les lieux. La manifestation intervient au lendemain d'échauffourées entre policiers et demandeurs d'asile devant le camp de Diavata, situé à 100 km du poste frontalier gréco-macédonien d'Idoménie, que des dizaines de milliers de migrants avaient emprunté en 2015 à destination du nord de l'Europe avant sa fermeture à la suite de la signature d'un pacte migratoire UE-Turquie en mars 2016 et du démantèlement d'un camp de fortune où vivaient dans la misère des milliers de personnes. Selon le secrétaire général du ministère de la politique migratoire, la manifestation de vendredi est un message pour l'Europe qui doit comprendre que la question migratoire demande une solution européenne. Notons que près de 70 000 migrants sont actuellement installés en Grèce, dont 15 000 entassés dans des camps disséminés sur des îles de la mer Égée. Depuis le début de l'année, la Grèce a repris la première place pour les arrivées illégales en Europe, devant l'Espagne avec près de 5 500 arrivées en janvier et février, en hausse d'un tiers par rapport au début 2018. L'article phare de la proposition de loi anti-casseurs qui prévoyait des interdictions administratives de manifester a été censuré ce jeudi par le Conseil constitutionnel. L'Élysée a pris acte de cette censure partielle, tandis que le ministère de l'Intérieur s'est félicité que les autres dispositions du texte aient été validées, notamment l'instauration d'un délit de dissimulation du visage. C'est intéressant de voir que le Conseil constitutionnel ne dit pas que l'interdiction administrative serait un problème, au contraire, mais que le cadre qui a été posé est trop large compte tenu de la sanction de l'interdiction. Donc j'en prends acte. Évidemment, nous ne l'appliquerons pas. Quand la loi sera promulguée, cet article ne sera pas efficient. Et puis nous discuterons avec la parlementaire pour voir si un véhicule législatif permet d'améliorer ce dispositif. Je regrette cette décision parce que je pense aux forces de l'ordre qui l'attendaient et qui attendaient ce nouvel outil qui est nécessaire. Je regrette parce que je pense aux commerçants, aux maires, aux habitants de nos villes qui souffrent tous les samedis de ces violences-là et qui ne supportent pas de voir des individus qui, la semaine précédente, ont pu être identifiés comme auteurs, revenir le samedi précédent. Mais je ne conteste pas l'analyse juridique, ni, et encore moins, la décision du Conseil constitutionnel. Donc, j'en prends acte. Adoptée le 12 mars dernier, après un débat parlementaire sous haute tension, cette proposition de loi venue de la droite visait à répondre dans l'urgence aux violents débordements qui ont éclaté en marge des mobilisations des Gilets jaunes qui font vaciller l'exécutif depuis plus de 4 mois.